soir, elles sont devenues la voix et le visage des Gilets jaunes. Souriantes, engagées, déterminées, ces femmes militent aussi pour retrouver leur dignité. J'aimerais tellement vivre, juste vivre. Entre rire et larmes, angoisse et espoir, ces mères de famille retraitées ou actives sont au cœur du conflit. Là, c'est la révolution des femmes. Je pense que les femmes, elles sont sorties et c'est pas facile de les laisser rentrer à la maison. Gilets jaunes, la révolte des femmes, c'est maintenant dans Envoyé spécial. Nous reviendrons aussi sur l'escalade de la violence lors des dernières manifestations. Vous entendrez des gendarmes et des policiers traumatisés et des gilets jaunes grièvement blessés. Nous irons enfin à Marseille pour comprendre pourquoi 2 immeubles vétustes se sont effondrés en plein centre-ville, tuant 8 personnes. Aux avant-postes de la contestation des Gilets jaunes, c'est assez inédit, il y a beaucoup de femmes. Elles sont retraitées, employées ou aides-soignantes et pour la première fois, elles se sont engagées sans hésiter. Parce que ce combat du pouvoir d'achat et d'une vie meilleure, c'est le leur au quotidien. Les fins de mois difficiles, les emplois précaires, les vies étriquées. Alors elles occupent les ronds-points, viennent manifester à Paris en dépit des risques. Au fil des semaines, elles se sont révélées. Gilets jaunes, la révolte des femmes, c'est un reportage de Paul Labrosse, Leslie Benzaken et Marc Garmirian avec Capa Presse. Elle est devenue une figure des Gilets jaunes. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça Depuis va, la ça dernière va. fois? Oh oui, impeccable. Ouais. Et vous? Bah ça va. Ouais. Ça va, ça va. En forme? Ouais, ça va. Alors c'est bien. On maintient? Ingrid Leva-Vasseur, 31 ans, aide-soignante, affiche son combat sur son dos depuis un mois. En fait, ils vont nous endormir. Eux, ils veulent passer Noël au chaud. Hein. Là, ils pensent qu'ils nous apaisent avec leurs mesurettes, parce que c'est des... En quelques semaines, elle s'est imposée comme un leader naturel. Et puis, est-ce qu'on va pas prendre encore plus cher? Je vais prendre un petit selfie avec vous, ça vous dérange pas. D'accord, si vous voulez. Vous n'êtes pas une star, mais pour moi, vous l'êtes presque. Ça va devenir. Ça va devenir. Ça va devenir. En Normandie, elle a été désignée référente locale par le mouvement des Gilets jaunes. On sent qu'elle vient du peuple, donc elle est peut-être pas comme les autres. Enfin, moi, c'est. Ouais, moi j'apprécie énormément. Et si vous voyez, quand elle parle à côté des médias ou à côté des politiques, personne ne lui coupe la parole. Et personne cherche à la contredire tout de suite, en fait. Voilà. Bon courage. Bah évidemment, je suis émue. Ouais, Je suis émue. Et vous pouvez être fier de vous et tout le monde est fier de Vous vous. allez me faire pleurer. Non. Mais non. Ingrid, bon courage. Merci. Est-ce que je peux vous embrasser? Oui. Oh, bah, on attendait que ça. Franchement, oui. Ingrid participe à son premier mouvement social. Comme elle, Courage. beaucoup de femmes ont vu leur vie basculer depuis qu'elles portent un gilet jaune. Elles sont femmes au foyer, mères actives ou retraitées. Elles ont 30, 40, parfois 60 ans. Elles ont rejoint le mouvement avec l'espoir d'augmenter leur pouvoir d'achat, d'améliorer leur quotidien. Nous avons suivi 3 femmes qui ont mis leur vie de côté au nom de leur engagement. Ingrid, maman de 2 enfants, vit avec 1 189 € par mois. C'est la révélation de cette révolte. Dominique craint pour l'avenir de ses enfants et ses petits-enfants. Cette grand-mère est prête à prendre tous les risques pour faire plier le gouvernement. Je suis contente d'être venue pour que tous les gilets jaunes se fassent voir. Mais là, c'est vrai que ça commence à un petit peu être... À 54 ans, Florence, femme de ménage, gagne en moyenne 650 € par mois. Avec son gilet jaune, elle prend sa revanche. C'est la révolution des femmes. Je pense que les femmes, elles sont sorties et c'est pas facile de les laisser rentrer à la maison. Moi, je pense que je suis bien ici. Des ronds-points aux Champs-Élysées jusqu'au discours du président, elles vont vivre une semaine décisive. En Normandie, Ingrid Leva-Vasseur compte de nombreux admirateurs. Je pense que c'est des courriers de gilets jaunes. Voilà.
Une interview donnée quelques jours auparavant a ému la France entière. Elle y parlait de ses difficultés de maman isolée avec 2 enfants à charge. Âgés de 13 et 8 ans, ils sont souvent gardés par Sylvie, la maman d'Ingrid. Ça va, ouais, toi? Les gens s'en foutent. Madame, j'ai été très touchée par votre témoignage concernant le Noël 2018 de vos enfants lors de l'émission sur la chaîne Info. Je me tiens à faire un geste, chèque 6 juin pour le Noël de vos enfants. Ne me remerciez pas, il n'y a pas de quoi. C'est à moi de vous remercier pour votre activité au sein des Gilets jaunes. Prenez bien soin de votre personne. Vos enfants ont encore besoin de leur maman. Je sais pas trop quoi faire. Ça arrive souvent qu'ils envoient de l'argent? Non, c'est la première fois. Ah, t'as envoyé de l'argent? Oui, il a envoyé un chèque, monsieur. C'est touchant, oui. Gênée, Ingrid n'encaissera pas ce chèque. Ce serait pourtant une bouffée d'oxygène. Avec son salaire de 1 189 € net, une fois les charges payées, il ne lui reste que 20 €. Pas assez pour prendre soin d'elle. Les extras, je me les autorise surtout pour les enfants s'ils ont vraiment besoin d'une paire de chaussures ou quoi, ou caisse, mais sinon je le fais pas. Par exemple, moi je m'achète pas de vêtements, je vais pas chez le coiffeur. Je vais pas chez l'esthéticienne, je me fais pas faire les ongles, rien du tout. Maintenant, je l'accepte, c'est comme ça, mais j'aimerais tellement vivre, juste vivre. La colère monte, on vient de l'entendre dans plusieurs autres secteurs. Emmanuel Macron, lui, garde le silence pour l'opposition et notamment... Mercredi soir, face au silence de l'Élysée, Ingrid et les siens ne désarment pas. Référente des Gilets jaunes, elle organise ce soir leur première réunion dans le département. Mais déjà, les plus virulents débordent le mouvement et refusent notre présence. Ingrid est chahutée, mais elle a du caractère. Sur tous les réseaux sociaux, vas-y. Vous êtes porté en tant que porte-parole des Gilets. Non, c'est faux. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Et à chaque fois que je suis passée sur un plateau ou quoi que ce soit, j'ai dit je suis citoyenne aux Gilets jaunes. Donc déjà, si tu regardais vraiment ce que je dis et ce que je fais, tu te serais intéressé un minimum et tu m'aurais pas dit ça. Je suis à votre écoute et j'ai la chance d'être médiatisée et je peux mettre en avant ce que vous ressentez ou ce que vous dites. Et moi, je retranscris. Point barre. Ok ? Ce soir, Ingrid impose sa légitimité. En fin de réunion, le calme revenu, nous sommes enfin acceptés. Alors Ingrid, on peut vous demander un peu quel bilan vous tirez de la soirée? Éprouvant. Fatigant. On essaie de canaliser toute cette colère. Maintenant, il va falloir faire le point sur tout ce qui a été dit et ce qu'il va falloir redire. Ingrid a tout noté dans un cahier de doléances. Le train de vie des présidents, la vaisselle de l'Élysée, la moquette de l'Élysée. Est-ce que ça, à un moment donné, c'est pas possible de cesser tout ça, toutes ces dépenses inutiles? Voilà. On pourrait aussi, nous, faire notre parti apolitique des Gilets jaunes. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas, nous, se représenter en tant que tel et aller présenter notre programme à nous? En attendant de représenter peut-être un jour les Gilets jaunes à l'Assemblée, Ingrid devra se faire leur messagère. Elle a rendez-vous le lendemain à Paris avec un des membres du gouvernement. Siéger comme députée, Florence n'y songe même pas. Bon après-midi, messieurs, dames, bonne journée à tous. En revanche, cette femme de ménage de 54 ans s'est découvert une vocation. Assurer la bonne humeur au rond-point de Saint-Beauzire, près de Clermont-Ferrand. C'est bon, t'arrives le premier. Allez, vas-y, on y arrive. Bloque les poids lourds, allez. Depuis près d'un mois, ici, c'est elle la patronne. Stop, monsieur.
Stop départ. Alors voilà, vous êtes bloqués, il n'y a pas de souci. Avec nous pour la journée. Je rigole. Un petit café pour un petit réconfort et un petit sourire. Je suis gilet jaune aussi. Eh ben, en plus, un gilet jaune, c'est encore mieux ça. Alors ça, on apprécie. Alors, on vous offre un petit café chaud? Cyril, tu payes un petit café à notre ami le routier? Mon fils est routier, c'est pour ça que j'adore les routiers. Mon père était routier, je suis fille de routier. Mais gouaille et bonne humeur ne suffisent pas toujours. Eh, oh! Non, faut arrêter, faut... Les blocages ont fini par exaspérer certains routiers qui tentent de forcer le passage. C'est pas avec plaisir qu'on est là aujourd'hui, hein. Je pense qu'on a des politiciens. C'est pas grand-chose, monsieur. 5 minutes de ta vie. C'est pas la peine de s'énerver. C'est quoi 5 minutes? On se bat pas que pour une personne. On se bat pour la France entière, monsieur. Ouais, j'ai pas peur. Moi, ça me fait pas peur, non. Non. Parce que je me dis, peut-être qu'une femme peut apaiser la chose, que ces gens le comprennent bien, que c'est pour tout le monde. On n'est pas là que pour le plaisir. Moi, je préfère être dans mon canapé en train de regarder toutes mes séries que j'adore. Et depuis 3 semaines, j'ai du temps à rattraper, je vous le dis. Hein. Florence a pris la tête d'une petite communauté. Autour de la chef de bande, une trentaine d'hommes et de femmes se relaient 7 jours sur 7 pour faire vivre ce campement de fortune. La révolution gilet jaune version ZAD. Depuis le 17 novembre, beaucoup vivent, dorment et mangent ici. Florence gère l'intendance et les dons de nourriture. Vous avez de quoi tenir combien de temps là? Avec tout ce qu'on a tout de suite là, bah, encore 15 jours. 15 jours sur place. Mais comme les gens nous incitent à rester, donc en fait, c'est tous les jours que ça se renouvelle, quoi. Tous les jours. Cancer de gamelle, malheur. Aux côtés de Florence, une dizaine de femmes, dont Fabienne, une amie de longue date, femme de ménage elle aussi. C'est la première fois que vous osez vous révolter? Oui, comme ça, oui. Pourquoi? Comme ça, oui. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Ça ras-le-bol de tout. Bah, ça couvait. Mais bon, fallait qu'il y ait déjà une première lancée. Donc, ouais, là, c'est la révolution des femmes. Je pense que les femmes, elles sont sorties et c'est pas facile de les laisser rentrer à la maison. Moi, je pense que je suis bien ici. Florence vit dans ce village de 2500 habitants avec son mari Rémi. Leurs 4 enfants ont quitté la maison. Avec leur salaire de femme de ménage et d'ouvrier, ils gagnent en moyenne 2000 € net. Et comme beaucoup de gilets jaunes, ils ont du mal à boucler les fins de mois. Crédit maison, 475 €. Plus. Taxe d'habitation. Taxe d'habitation, combien? 50 € par mois. Plus. Taxe foncière. 80 Taxe foncière, combien? 80 € par mois. Faut mettre du carburant pour le travail. Ah bah oui, voilà, ça fait 200 balles. 200 € de carburant par mois. Pour économiser le prix du chauffage, le couple s'est équipé d'un vieux poêle à charbon. Rémi passe des annonces sur le Bon Coin et récupère le combustible gratuitement dans des caves de particuliers généreux. Ça, c'est comme les locomotives à vapeur. Pourquoi vous chauffez au charbon, Rémi? Parce qu'on n'a pas les moyens de chauffer à autre chose. Des fois, je me dis, quand on sera mort, on sera peut-être plus heureux. On sera moins malheureux qu'ici quand même. C'est malheureux d'en arriver là, mais au bout d'un moment, tu dis, c'est bon, quoi. Tu fais quoi ici? Rien. T'es privé, on te commande, non. Au bout d'un moment, tu te demandes pourquoi tu es là, pourquoi tu vis. Tu fais payer, tu fais rien faire. Que c'est dur. Se battre, c'était conjurer ce désespoir social. Mais Florence est usée par un métier physiquement difficile, des horaires flexibles et un salaire moyen de 650 € net. Je vais faire les vestiaires du personnel, où est conçu des douches, des WC, des couloirs de circulation, donc qui me prend beaucoup de temps. C'est quoi le job que vous rêviez de faire? Oh, j'ai plus de rêve à mon âge. À mon âge, moi, j'ai plus de rêve. À Armentières, dans le Nord, des rêves, Dominique, elle, en a encore. Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? À 61 ans, cette grand-mère caresse l'espoir d'une vie meilleure pour ses 3 enfants et 5 petits-enfants. Je vais acheter du jambon à ce monsieur pour... Un espoir contrarié, selon elle,
par la politique des gouvernements successifs depuis 10 ans. Je suis dans l'inquiétude pour mes enfants, vous savez. J'ai l'impression que mes parents vivaient mieux que moi. Moi, j'ai vécu, mais depuis 10 ans à peu près, je vis moins bien que mes parents. Et je vois que mes enfants galèrent, alors je ne supporte plus. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Pourtant, en 2017, Dominique a cru aux promesses de changement faites par Emmanuel Macron. J'ai honte d'avoir voté pour lui. Je le regrette amèrement. Je ne supporte plus qu'il soit méprisant, qu'il soit hautain, qu'il soit insultant vis-à-vis des gens. Aujourd'hui, elle touche 1 300 € de pension d'invalidité, mais en 2020, ce sera 1 000 € de retraite. Dominique consacre ses journées à aider ceux qu'elle aime. On met la couche. Tu as sommeil? À commencer par ses petites filles. Oh, c'est bien, ma chérie. Qu'elle garde régulièrement pour dépanner ses enfants. Parfait. Allez, viens. Fais-moi un bisou d'amour. Un bisou d'amour à mamie. Bonne sieste. Je t'aime. Une belle fille en contrat précaire, un fils smicard et un sentiment de déclassement qui a fait de la grand-mère une passionnariat du pouvoir d'achat. Dans ses habits de gilet jaune, Dominique a même eu droit aux honneurs de la presse locale. J'ai fait la une de plusieurs journaux de ma région. Le récit de ses aventures dans les manifestations parisiennes n'a pourtant pas plu à tout le monde. J'ai reçu à mon domicile un courrier anonyme, urgent, par la poste, qui me demande de fermer ma grande bouche. Mais contrairement à ce qu'on me demande là, je suis encore plus motivée pour l'ouvrir. Déterminée, Dominique ira encore samedi crier sa colère à Paris. Mais cette fois-ci, la sexagénaire préfère prévoir une tenue de combat. À mon avis, c'est petit. Excusez-moi, c'est pour les enfants. Oui. Parce que je ne veux pas, c'est pour aller en manif et je n'ai pas envie de passer pour un casseur. Oui. Donc j'aurais voulu en trouver un rose. D'accord. Rose pour les filles. Vous n'avez pas plus grand. Pourtant, je n'ai pas la grosse tête, hein, mais merci. Ça déjà, ça devrait être mieux. C'est mieux. Ah oui. Et puis ça va me protéger la tête au cas où je prendrai un coup, on ne sait pas, un coup de matraque ou un coup de casseur ou je ne sais pas quoi. Mais rien n'effraie cette intrépide grand-mère, bien décidée malgré les mises en garde du gouvernement, à aller manifester. Près de Rouen, Ingrid, elle aussi, s'apprête à aller dans la capitale pour livrer, elle, un message. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, a demandé à la rencontrer. Je suis stressée. C'est quelque chose d'inhabituel, on m'a conseillé de ne pas y aller. J'ai pas non plus ébruité la chose. Voilà. De peur des représailles, des menaces. Ces derniers jours, les quelques porte-paroles qui ont tenté de sortir le conflit de l'impasse ont été menacés de mort. Ingrid sait ce qu'elle risque. Mais elle tient à porter ses revendications sur le sujet qui lui tient le plus à cœur, le pouvoir d'achat. Bonsoir. Merci pour votre invitation. Merci de vous être rendu disponible surtout. Merci. Merci. Moi, je voulais discuter avec vous pour écouter ce que vous avez à dire, pour pouvoir faire remonter ces propositions au président, au Premier ministre là-dessus. Le premier point pour moi qui calmerait vraiment les tensions, et ce serait vraiment qu'une seule et première mesure, ce serait un geste symbolique. Pas 3% d'augmentation du SMIC parce que c'est risible. Un acte symbolique, ce serait 200 € brut par exemple. 200 € brut, ça reste raisonnable, j'ai fait le calcul. Ça permettrait de faire un plein de courses supplémentaires et c'est pas négligeable. Voilà. Un entretien entre femmes
pour essayer de rétablir un dialogue rompu entre les Gilets jaunes et le pouvoir. Merci d'avoir fait le déplacement, vraiment. Ça marche, merci. Merci beaucoup de votre accueil. Bonne soirée. Bon courage. Au revoir. Mais les Gilets jaunes restent bien décidés à faire une démonstration de force samedi. C'est ce que va répéter Ingrid sur les plateaux de télévision. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à tenir ce rôle. Une enfance avec sa mère dans un foyer pour femmes battues, un boulot de serveuse à 16 ans. Le combat d'Ingrid, c'est aussi celui de la revanche des femmes. Oui, maman. Ça va et toi? T'as bien aimé? D'accord. Ouais, moi aussi, je t'embrasse. Bon courage pour le travail. Merci, maman. Merci beaucoup. Bisous. J'ai ému ma maman. Elle a eu la vie difficile et je pense que le fait que je me batte aussi pour cette cause, ça lui tient à cœur et voilà. Ça vous donne envie de continuer? Oui, pour toutes ces femmes qui n'ont pas assez souvent eu la parole, qui triment dans leur coin toutes seules, voilà, qui rentrent chez elles et qui se battent avec des petites miettes de pain pour nourrir leurs enfants, pour leur donner le meilleur. Ouais. Demain, au nom de ces femmes, Ingrid retournera sur le terrain pour un nouveau samedi de contestation. Au petit matin, à Lille, bonjour. Comment tu vas? Ça va. Dominique part pour la 3e fois manifester à Paris. Il y a de la place pour moi. Ouais, t'es contente cette dame? Bah oui, moi je suis contente d'aller casser du flic. Non, je plaisante. Dominique préfère en rire. Pourtant, le face-à-face des manifestants avec les forces de l'ordre s'annonce violent. Ah oui, du sérum. Moi j'en ai. C'est du sérum physiologique pour mettre dans les yeux quand on se fait bombarder de gaz lacrymogène. J'ai un masque, mais bon, c'est léger. Hein. À chaque péage, le bus est contrôlé par la gendarmerie qui traque les militants interdits de manifestation. Tu veux ta pièce d'identité? Allez, au revoir. Il est 11h et à Paris, la situation commence à se tendre dans le quartier des Champs-Élysées. L'autre nouveauté, c'est la présence de véhicules blindés. C'est sûr qu'il y a des risques, hein, mais de toute façon, je pense qu'on n'a plus rien à perdre. Bonjour Paris! On rêvait de venir à Paris. La capitale est en état de siège, barrages filtrants et fouilles ultra serrées. Merci monsieur. On prend votre casque madame. Un matériel de protection, ça peut être pour des casseurs. Non, mais vous pouvez fouiller nos sacs monsieur, on n'a pas de casseurs. Les pavés sont sur la route, ils ne sont pas dans vos sacs. C'est de plus en plus strict, hein. Ça m'est jamais arrivé de me faire fouiller comme ça. C'est vache quand même. Sans son casque, Dominique se rapproche quand même du cœur de la manifestation. Et bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Un éclat de grenade. Il faut aller dans quel coin pour pas se faire encercler? Alors rester derrière, c'est plutôt chaud vers l'arc. Emmanuel Macron, en tête de con, on vient te chercher chez toi. Castaner, écoute ton pote. Dis au président qu'on a besoin d'argent. 15h30, les groupes les plus radicaux défient les forces de l'ordre. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Ça a l'air d'être chaud. Grisé par les événements, entre excitation et curiosité, Dominique se retrouve en pleine guérilla urbaine. Oh là là, ça vient de partout. Là, ça court aussi, c'est dangereux. C'est dangereux. Dominique décide finalement de partir, mais elle a la sensation d'avoir rempli son devoir de gilet jaune. Je suis contente d'être venue pour que tous les gilets jaunes se fassent voir. Mais là, c'est vrai que ça commence à un petit peu être chaud. Donc, je préfère partir. Mais
J'espère que M. Macron va comprendre le message. C'est grave quand même. J'espère qu'il va nous entendre, M. Macron. En Normandie, c'est drapeau français à la main qu'Ingrid manifeste aujourd'hui. Comme chaque samedi depuis 3 semaines, l'objectif des Gilets jaunes, c'est d'empêcher cette zone commerciale d'accueillir des clients. Comme d'habitude, Ingrid est à la tête de la contestation. Cette fois, le gérant de la boutique vient parlementer. Il fallait qu'on arrive à transformer cette zone, tous solidaires avec les Gilets jaunes. Globalement, il y a 60% de la zone qui sont solidaires avec votre mouvement et il y a 40% de la zone qui n'est pas solidaire. Par contre, nous, on est solidaires. Mettez les Gilets jaunes par solidarité. Par solidarité. D'accord. Restez ouvert. Restez ouverts. Voulez-vous solidarité? On veut qu'il y ait des Gilets jaunes dans le magasin et sur la vitrine. Inflexible, Ingrid impose les exigences des Gilets jaunes, mais ne pourra rien faire face au CRS. Non déclarée, la manifestation n'est pas autorisée. Doucement, s'il vous plaît. Doucement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non, arrêtez. Il fait rien, putain, arrêtez. Oh, arrêtez, il fait rien. Arrêtez. Il fait rien, il a rien fait. Mais nous, on fait que se promener dans la galerie. Même pas dans la galerie, on est à l'extérieur. Vous vous êtes promené, assez promené pour aujourd'hui. Non. Alors vous voulez vous promener, vous enlevez vos gilets. Des Ingrid, il y en a des milliers. Et donc, ils ne vous auront pas. Parce qu'elles aident beaucoup les filles. Beaucoup. Énormément. C'est vrai, hein. On est déterminés dans notre souffrance. Et c'est pour ça qu'on lâchera rien. Il y a quelqu'un au sol. Qu'est-ce qui se passe? L'un des manifestants a été blessé par un projectile. Ingrid retrouve ses réflexes d'aide-soignante. C'est pas grave. S'il vous plaît, pas d'émeute, rien du tout. Sortez s'il vous plaît, je vais prendre soin de lui. Bon. Il faut au moins une dizaine de points de suture. Vous avez tout, sinon il y a la sécurité incendie qui veut bien s'en occuper. Ça y est, c'est bon. Non, c'est bon. Clairement, là, ça décuple encore plus ma colère. Je suis dégoûtée, mais dégoûtée de... Là, ils ont réussi à m'écœurer et à me faire prendre conscience à quel point on n'a pas de liberté d'expression, à quel point on est opprimé et à quel point c'est dégueulasse. C'est pas grave. C'est pas une plaie grave en soi, d'accord? Il y a quelques points à faire, ok? Allez, lâche rien, d'accord? On est tous ensemble, madame, je vous assure, on est tous ensemble, ok? Non, faut pas lâcher. Comme dans de nombreuses villes de France, la confrontation avec les forces de l'ordre durera toute l'après-midi. Lundi soir, après des semaines de silence, Emmanuel Macron prend enfin la parole. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette édition spéciale. Pour Florence et ses compagnons du Rond-Point, c'est l'heure de vérité. Macron doit prendre la parole depuis l'Élysée dans quelques minutes. Françaises, Français, les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous. La majorité d'entre nous. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est vous. Vive la République. Vive la France. Et les taxes, ils se foutent de notre gueule. La déception de Florence est immense. Les salaires de 600 € comme moi actuellement. Qu'est-ce que j'ai gagné? Rien du tout, encore une fois. Allez, je ramasse. Hop. À l'issue du discours, tous votent pour décider de poursuivre ou d'arrêter la lutte. Oui. Non. La banque ouverte. Donc le résultat, il l'a fait, donc c'est... Oui. À 27 voix contre une,
Le mouvement est reconduit. Il y a 27 oui et 1 non. En plus de mener la révolte des Gilets jaunes, Ingrid commence aussi un nouveau métier. Depuis 2 jours, elle est auxiliaire ambulancière. Toujours à l'écoute des autres, elle n'a pas été convaincue par le discours d'Emmanuel Macron et ne range pas son gilet jaune. En fait, on ne pourra pas remédier à toute la misère. Parce que le monde est fait de misère. Évidemment, il y a pire ailleurs. Mais moi, je pense, et on est nombreux à penser qu'en travaillant, on ne doit pas être dans la misère. Au départ, c'était juste une taxe, et puis en fait, on se rend compte qu'on est tous un peu malheureux. Enfin, on a beaucoup de travail à accomplir, et le tournant, c'est maintenant. Pour Ingrid, la suite du combat passe par une action politique. Le mouvement pourrait présenter une liste aux élections européennes. En attendant, samedi, elle retournera manifester avec les Gilets jaunes de Normandie. C'est presque du jamais vu, des blindés dans les rues de Paris, des casseurs, des extrémistes de droite ou de gauche, de simples gilets jaunes au milieu et des forces de l'ordre sous pression. Il y a eu plus de 1600 blessés depuis le début des manifestations. Certains ont perdu un œil ou une main. Pavés contre tirs de flashball, manches de pioche contre grenades lacrymogènes. Comment expliquer un tel déchaînement ? Violence, la surenchère, c'est une enquête de la rédaction d'Envoyé spécial racontée par Perrine Bonnet, Élise Menant et Anne Cohen. Il se voit désormais comme une gueule cassée. La lèvre déchirée, la joue creusée. David ne reconnaît plus son visage. C'est dans ma tête en fait que ça se joue. Parce que physiquement, effectivement, on voit juste une couture, si on peut dire ça comme ça, que c'est légèrement gonflé, mais ça va disparaître. Mais je suis très inquiet pour la suite, de ce qui va se passer, de la tête que je vais avoir. Et c'est des questions bêtes, mais est-ce que je vais encore plaire ? Est-ce que les gens vont s'arrêter sur le fait que maintenant ma lèvre n'est plus pareille qu'avant ? Est-ce que quand je vais sourire, qu'ils verront que j'ai plus de dents, qu'est-ce qu'ils vont penser ? La blessure semble superficielle, mais à l'intérieur de sa bouche, c'est beaucoup plus grave. David a perdu 4 dents, une partie de sa gencive et de sa mâchoire. Il a reçu une balle de caoutchouc en plein visage, touché par la police lors de la manifestation des Gilets jaunes à Paris, le 1er décembre. On fait des scanners de mon visage. Et là, vous voyez toutes les blessures, c'est ça ? Et là, on voit clairement l'impact du flashball. On voit bien l'arrondi, on voit bien là où ça a frappé, on voit le manque osseux. Et comme vous pouvez le voir, la gencive qui est manquante, qui n'existe plus. Ce tailleur de pierre de 31 ans manifestait avec sa compagne pour la 2e fois de sa vie. Pacifiquement, dit-il. Avec leurs casques et leurs masques de chantier, ils s'attendaient aux lacrymogènes. Pas à de tels affrontements entre police et gilets jaunes. Selon David, ils ont tenté de partir, mais les policiers ne les auraient pas laissés passer. On était totalement encerclés par les CRS. Je me suis approché, je sais pas, je devais être à moins de 10 mètres, un peu moins de 10 mètres, pour aller les voir, justement, et leur expliquer que je voulais m'en aller. Mais j'y suis allé les bras en l'air, avec pour seule arme mon gilet jaune que j'avais sur moi. Et il m'a même pas laissé le temps de discuter rien, et il m'a fait un tir en plein visage. Je suis tombé au sol, j'ai convulsé, j'ai craché mes dents, le sang. Et là, les gens sont venus m'aider, et c'est à l'hôpital que j'ai découvert mon nouveau visage. Ce que je comprends pas, c'est qu'un militaire, moi qui ai de la famille dans l'armée, on leur apprend à dissocier le bon du mauvais, en gros. C'est-à-dire qu'il va pouvoir dissocier celui qui va chercher à casser ou qui va vouloir atteindre à sa vie, et celui qui est là
juste pour une bonne cause. Son quotidien est désormais rythmé par les visites de l'infirmière. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Mieux. Ça va. Mieux, oui. Ouais. C'est bien de voir rien déjà. Ouais, et puis quand je couche au coucher, c'est déjà plus... moins sensible, ça fait moins mal. David en a pour 2 ans d'opération et de reconstruction. Il doit subir une greffe de la mâchoire. En cas d'échec, il portera un dentier toute sa vie. Ok. Est-ce que vous avez touché là, c'est le point le plus douloureux de ma bouche. Ouais. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les violences sont inédites. Plus de 1600 personnes ont été blessées. Mains arrachées, œils crevés. Des blessures hors du commun pour des manifestations. Sur les réseaux sociaux, les Gilets jaunes dénoncent des violences policières. Les forces de l'ordre, elles, affirment avoir été victimes d'attaques d'une incroyable brutalité. Pourquoi une telle surenchère ? Samedi dernier, pour la 4e journée de mobilisation des Gilets jaunes, les autorités ont sorti les grands moyens. Près de 90 000 policiers sont déployés dans tout le pays. À Paris, 14 blindés quadrillent la ville. L'objectif ? Éviter la flambée du week-end précédent, à l'Arc de Triomphe. Et pour cela, la police a changé de stratégie. Il ne s'agit plus de riposter aux attaques. Ils passent à l'offensive. Dès le matin, des groupes de CRS mobiles chargent les manifestants. Ils tentent de les disperser par des tirs de flashball. Cet homme apparemment inoffensif est visé. Dans la foule, des gilets jaunes semblent touchés presque au hasard. Lui a reçu une balle en caoutchouc dans le bras. Cette femme de 70 ans hurle de douleur. Essayez de trouver les mecs avec les croix rouges. Le face-à-face se tend. Des manifestants attaquent la police à coups de projectiles. Et monte un début de barricade. Eh les gars, par contre, on va pas pouvoir enculer si vous ne nous protégez pas. Il est où le commandant? Sous pression, des CRS réclament des renforts. Ils s'apprêtent à lancer des grenades assourdissantes, des GLIF-4. Chargées notamment d'explosifs, elles peuvent être dangereuses. Champs-Élysées, c'est très tendu. J'ai utilisé une grille, ça vous a un peu refroidi. Mais ils sont très nombreux, donc je souhaite pouvoir utiliser une ou deux billes supplémentaires si c'est nécessaire. 5 minutes plus tard, les forces de l'ordre chargent. Avec le soutien de la brigade anticriminalité, des policiers en civil. L'assaut fait de nombreux blessés parmi les manifestants. Et pas seulement chez les plus radicaux. 3 personnes qui sont visées à la tête. Faut arrêter les conneries. Et moi aussi, ici.
C'est au niveau de la tête. Faut arrêter. Là. Il vise la tête. Là, il y a une dame qui saigne là. Elle saigne la dame. Flashball? Ouais. Elle a le visage éclaté. Où ça? 50 mètres plus loin, une étudiante de 20 ans a été grièvement touchée au visage. Elle vient tout juste d'être évacuée. Voilà, elle a perdu un œil. Qu'est-ce qui s'est passé? Projectile. Les casseurs, on n'en veut pas. Ça c'est ça, le flashball là. On a pris ça en pleine gueule. Faut arrêter. Faut arrêter là. Il y en a marre. Il y en a marre. Dans le plastron. Mais non, vous voyez pas, ça tue des gens ça. La jeune femme a été rapidement prise en charge, avec l'aide de son compagnon, Jacob. 3 jours plus tard, nous retrouvons le jeune homme au pied de l'Arc de Triomphe. Jacob affirme avoir été pris en étau entre des manifestants violents d'un côté et les forces de l'ordre qui les auraient empêchés de quitter les Champs-Élysées. Ma copine était juste ici, là environ, et moi j'étais à ses côtés. Et ici, il n'y avait rien, il n'y avait que des manifestants pacifiques qui ne faisaient qu'observer la scène, sauf qu'ils ont tiré dans tous les sens. Je regarde l'assaut et je le vois tomber d'un seul coup. Et du sang au visage, le visage ça saigne beaucoup, et d'un seul coup, je vois une plaie sous l'œil, je me dis, oh mince, j'espère que son œil ne sera pas perdu. Jacob a récupéré une vidéo de la scène, tournée par un autre manifestant. On le voit tenter de secourir et rassurer sa copine. J'en veux à 2 personnes, à la personne qui a donné l'ordre de laisser personne sortir des Champs-Élysées, et ensuite au policier qui a fait feu dans notre direction alors qu'il n'y avait aucune raison. Je pense que toutes les armes, certes, elles sont non létales, en théorie, mais il faut savoir quand même les maîtriser et les utiliser dans les bonnes conditions. La fiancée de Jacob, Fiorina Ligné, est étudiante en philosophie à l'université d'Amiens. C'était sa toute première manifestation. Elle y a laissé l'œil gauche et souffre de plusieurs fractures au nez et à la joue. Depuis, elle est à l'hôpital où son compagnon lui rend visite chaque jour. Aujourd'hui, ça paraît plus difficile qu'hier. Elle souffre plus, elle est beaucoup plus fatiguée et commence à réaliser ce qui lui est arrivé, c'est difficile. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle vous dit? Je n'ai pas encore trop discuté avec elle, mais c'est difficile pour elle d'admettre qu'elle va ne plus jamais voir de l'œil gauche pour sa première manifestation, alors qu'elle n'avait rien fait. C'est un sentiment profond d'injustice et de manque de chance. Fiorina Ligné a-t-elle été victime d'une bavure ? Retour à la manifestation du 8 décembre, en fin de journée. David Dufresne nous décrypte l'usage de la force sur le terrain. Il est journaliste, spécialiste du maintien de l'ordre. Combien il y a de camions, monsieur? Vous pouvez pas me dire? Vous savez combien il y a de camions ou pas? Il faut les compter. Hein? Bah aidez-moi alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depuis une dizaine de jours, il documente ce qu'il considère comme des dérives de la police. Il a recensé 121 cas de blessures dont les circonstances lui semblent douteuses. Il reprend l'exemple du manifestant touché en plein ventre. Voilà, c'est le début de la scène, les CRS, et là, il va se prendre un tir de flashball. Vous voyez, tac, il l'a pris. Selon lui, la police viole la loi. Or, ça veut dire qu'il est visé. Il ne présente aucun danger. Donc on n'est pas dans l'absolue nécessité. L'absolue nécessité de l'usage de la force, c'est dans la loi française. Là, il n'y a aucune absolue nécessité. Et là, on voit bien que c'est pas respecté. Donc là, c'est quelque chose d'illégal. Ça, c'est totalement illégal. Ouais. Ça, c'est totalement illégal. Ce jour-là, 5000 munitions ont été lancées contre les Gilets jaunes. C'est disproportionné, selon le journaliste. Ce que j'ai vu sur les Champs-Élysées vers midi, 14h, avec ce déluge de lacrymogènes, de flashballs,
totalement exceptionnelle et délirante par rapport à la menace qui était très faible en réalité, qui était très faible. Pour moi, on est en dehors des clous, quoi. Ce point de vue, les forces de l'ordre ne le partagent pas du tout. Ont-elles réellement dépassé les limites ou l'offensive était-elle légitime? 2 policiers ont accepté de répondre à ces questions. Sous couvert d'anonymat, ils sont soumis au devoir de réserve. Ces agents de la BAC ont la trentaine. Ils sont rodés au terrain et aux violences du quotidien. Mais le 1er décembre, lors de la manifestation à Paris, pour la première fois, ils ont craint pour leur vie. On les entendait, ils scandaient un bon flic est un flic mort. Tu vas crever, on va te crever, tu vas mourir. Ça, on vous l'a dit directement? On nous l'a dit directement et on nous mimait des gestes d'égorgement, on nous mimait des gestes de mort, des gestes de pistolet sur la tempe. C'était clairement une violence qui était à son paroxysme, on n'avait jamais été confronté à ça. Et surtout que c'était une violence avec une majorité d'individus qui avaient une intention de donner la mort. Forcément, quand on nous balance des cocktails Molotov, des barrières en fer de 1 mètre de long qu'ils ont scié avec une disqueuse, parce qu'ils se trimballaient avec des disqueuses sur eux, qu'ils aiguisaient avec leurs disqueuses pour pouvoir nous les lancer comme des javelots et comme des lances pour nous transpercer la chair. Ça, vous avez vu ça? Je l'ai vu de mes propres yeux, on a été nous-mêmes visés par ça. Par les boules de pétanque, par les pavés de 2 kilos. Alors, certains disent oui, des pavés c'est rien, mais un pavé de 2 kilos sur le coin du crâne, bah si, ça tue. Est-ce que certains de vos collègues ont été blessés? Oui, il y a énormément de collègues qui ont été blessés, qui ont fusionné, plus ou moins gravement. Il y a un collègue qui a perdu un œil suite à un jet de projectile. J'ai un collègue qui a perdu des dents. Donc non, c'est pas anodin qui est en train de se passer. Tous les 2 estiment qu'ils étaient ce jour-là vulnérables et même sous-équipés. Ils assurent qu'il y a eu beaucoup de maîtrise côté policier et que si dérapage il y a eu, il peut s'expliquer. Si jamais il y a des violences policières, oui, forcément, elles sont condamnables. Après, il faut aussi se pencher sur s'il y en a eu, pourquoi il y en a eu. Parce que quand des collègues sont pendant 14 heures à prendre tout et n'importe quoi sur la figure, à pas avoir bu, pas avoir mangé, on est des êtres humains. Donc si jamais il y a eu violence policière, il faut aussi se pencher là-dessus et sur le fait qu'on est poussé à bout dans tous les sens. Et faut rappeler qu'un gardien de la paix à Paris en sortie d'école, il gagne 1 700 € par mois. Donc on ne croule pas sur l'or, on ne fait pas partie de la classe haute, nous aussi on est une classe moyenne basse. Et on comprend la revendication des Gilets jaunes, néanmoins on ne cautionne pas la manière dont certains le montrent. Sur ces photos fournies par la police, l'arsenal saisi dans le coffre de certains manifestants. Des boules de pétanque, cutter, couteau, marteau fossile et feux d'artifice. Pendant les manifestations, certains policiers se sont fait lyncher, comme ce CRS roué de coups, à terre, avant d'être sauvés par des gilets jaunes. Ici, ils ont eu juste le temps de fuir leur véhicule, qui finira pillé et brûlé. Lors de cette rencontre filmée par son service de communication, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a pris la mesure des violences subies par les fonctionnaires de police. Ceux-là ont failli mourir brûlés vifs dans leur fourgon, le 1er décembre. Franchement, ils étaient beaucoup. Ils étaient, je dirais comme ça, vu là, il y en a 500, munis de battes de baseball, haches. Ils arrivent et là, ils forcent avec le jet de biche la porte du car arrière.
Donc ils arrivent à l'ouvrir forcément. C'est que les mecs, vous êtes dedans. Là, on est armés. Ils savent que vous n'allez pas tirer et donc ils vous attaquent. Ils ont peur de rien. Pendant ce temps-là, il y en a un qui met bien le fumigène en dessous de nos sacs pour que ça prenne feu rapidement. En fait, on ne pouvait pas sortir directement parce qu'ils nous empêchaient de sortir sur les côtés. Ils frappaient avec des balles de baseball. Ils ont mis le feu dans le fourgon. Ils ont mis le feu, ils nous ont enfermés, ils ont fermé la porte. Ils étaient là clairement pour nous tuer, c'est tout ce qu'ils voulaient. Vraiment. C'était pas des manifestants ordinaires, c'était pas des gilets jaunes pacifistes, rien du tout, tout ça. C'était vraiment des tueurs de flics. La peur était tellement forte ce jour-là que des policiers reconnaissent avoir dérapé. Maître Liénard est bien placé pour le savoir. Il est avocat, spécialisé dans la défense des forces de l'ordre. Un policier paniqué l'a contacté. Après chaque tir de flashball, les agents ont l'obligation de justifier leurs gestes. Son client craint d'être en faute. Dans ce qu'il m'explique, celui sur lequel il tire ne lance rien. Et en fait, pourquoi il tire sur lui ? Eh bien, il ne le sait pas. Il ne le sait pas parce que les capacités de réflexion et les capacités d'adaptation sont dépassées. Parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il ne sait plus comment faire, et donc il en désigne un et il tire. Et si on lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous visiez cet individu ?» Je sais pas. Je sais pas. Je l'ai pris dans mon viseur et j'ai appuyé sur la détente. Parce qu'à un moment, on passe en mode réflexe, on passe en mode complètement désorganisé. Et comment il le vit, ça, du coup, lui ? Il a peur. Il a peur de la poursuite, il a peur de la condamnation, il a peur de tout ce que ça peut engendrer, parce que c'est une seconde de sa vie, mais ça peut remettre en cause tout le reste. Qu'est-ce qu'il risque ? Qu'est-ce qu'il encourt ? Il encourt la cour d'assises, il encourt une peine criminelle. S'il a éborgné quelqu'un, par exemple, volontairement, eh bien, il va se retrouver aux assises et il encourt 10, 15 années de prison. Une autre question se pose. Les armes de la police sont-elles dangereuses ? Certains manifestants finissent mutilés, comme des blessés de guerre. Bordeaux, hôpital Pellegrin. Antoine Boudinet, 26 ans, est descendu dans la rue samedi. Il affirme n'avoir lancé que des œufs sur les CRS. Ce jour-là, il a perdu une main. Comment ça se passe avec la douleur, là ? L'antidouleur fait que ça va. Après, j'ai ce qu'on appelle le membre fantôme, c'est-à-dire que je sens encore ma main. C'est l'explosion d'une grenade de CRS qui a emporté sa main droite. Il y a un truc qui roule à mes pieds, qui tombe et qui fait du bruit et qui roule à mes pieds. Je vois de la fumée qui sort et moi je pensais que c'était une bombe fumigène ou un truc comme ça. Donc je l'attrape et j'essaie de la relancer. Sauf qu'effectivement elle explose. J'ai senti un choc sur ma main, mais j'ai pas tout de suite... j'ai pas eu la douleur directement, c'est-à-dire il y a eu toute l'adrénaline, tout ça. Un manifestant filme les heurts. Quand retentit l'explosion. La suite est effroyable. Antoine surgit, à l'instant même où il réalise l'horreur, dans un hurlement. Puis là, je vois la tronche des autres manifestants qui sont tous effrayés, qui hurlent. Donc là, effectivement, je jette un œil à ma main. Et à la place de ma main, il y avait un moignon plein de sang, avec un os qui dépasse. Un truc assez horrible, quoi. Aussitôt, Antoine est pris en charge par les policiers. C'était des CRS qui m'ont fait le garrot pour m'empêcher de perdre tout mon sang. Les CRS eux-mêmes étaient choqués de voir les dégâts que ça avait pu faire et eux-mêmes étaient atterrés. Aucune greffe possible. Sa main n'a pas été sectionnée, mais déchiquetée par la grenade des CRS.
Ce samedi-là, on savait que ce serait des manifestations vraisemblablement violentes en allant manifester. Je n'avais pas mesuré à quel point. Vous vous êtes dit, ne serait-ce qu'une fraction de seconde avant, je prends un risque? J'ai clairement sous-estimé la réponse des CRS, quoi. Du coup, je l'ai payé de ma main. Donc moi, la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils étaient équipés de cette grenade-là? Cette question, nous sommes allés la poser aux responsables de la formation des gendarmes mobiles. Ces gradés ont accepté de nous présenter l'arsenal qu'ils utilisent. C'est ce type de grenade qui aurait blessé Antoine. La GLI F4. Elle contient 25 grammes d'explosifs. C'est ce qu'on a aujourd'hui de plus puissant dans l'arsenal. Comme vous le savez, la grenade offensive a été supprimée des escadrons après l'épisode de Sivens. Et donc, on n'a plus uniquement que la GLI F4. Est-ce que cette GLI F4, elle pose problème? Quand ça part avec une main en explosant ça, est-ce qu'il n'y a pas une disproportion? Est-ce que le danger n'est finalement pas... On a estimé que le danger de l'adversaire était tel qu'il pouvait blesser, voire tuer les gendarmes. Et on utilise cette munition pour que ça n'arrive pas. C'est un risque assumé. Ça fait partie de l'arsenal et c'est autorisé par la loi. Toute blessure de manifestant au maintien de l'ordre est bien sûr considérée comme étant un échec. Encore une fois, le but, c'est de préserver l'intégrité physique des manifestants, des forces de l'ordre aussi, mais des manifestants avant tout, pour que la manifestation se déroule dans les meilleures conditions possibles. Je dirais, malheureusement, dans des situations comme celles que l'on a pu connaître, il y a des violences extrêmes qui sont commises. On le regrette, bien évidemment. À ces gendarmes aussi, nous montrons la fameuse vidéo de l'homme visé par un tir de flashball. Mais cette image, je pense que vous l'avez vue par exemple de cet homme qui... Voilà. Là par exemple, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Eh bien que là, c'est un usage qui n'est pas justifié. C'est un usage qui n'est pas justifié, qui ne correspond pas à ce qui est enseigné. Pour le dire simplement, c'est une faute ça? Quand on tire sur quelqu'un qui a les bras tendus Oui, c'est une faute. À partir du moment où il n'y a pas de menace avérée sur, je dirais, les forces de l'ordre, on n'a pas la nécessité d'employer le lanceur de balles de défense. À ce jour, 21 enquêtes ont été ouvertes par la police des polices, suite à des plaintes de gilets jaunes. Les forces de l'ordre affirment avoir respecté la loi. Les tribunaux en jugeront. David, le jeune homme à la bouche déchirée par un tir de flashball, a décidé de saisir la justice. Bonjour. David Eliard, enchanté. Venez rentrer. Merci, je vous en prie. Il a rendez-vous pour la première fois avec son avocate. Du coup, vous allez me raconter un petit peu ce qui s'est passé. Comment ça va déjà aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va mieux. Ça se passe doucement, parce que maintenant, ça fait quand même une semaine et un jour. Ouais. Moi, je venais juste manifester gentiment, calmement, et je me suis retrouvé dans un climat de guerre. Maître Lucie Simon milite pour une interdiction des balles en caoutchouc et des fameuses grenades GLI F4. Et elle n'est pas la seule. On a trop de blessés aujourd'hui, très graves, que ce soit des personnes énuclées, éborgnées. Là, j'ai eu des personnes qui m'ont appelé à Bordeaux, qui n'arrivent plus à marcher. On va beaucoup trop loin dans la militarisation du maintien de l'ordre et ce n'est pas justifié. Je pensais pas que ça allait être... Désormais, David doit décider s'il porte plainte contre l'État ou contre le policier qui lui a tiré dessus. Un CRS ou un policier qui a tiré cette balle. Le CRS m'importe peu, en fait, parce que, qu'il soit policier ou CRS, ça m'est égal dans le sens où il était peut-être très fatigué, il a fait peut-être beaucoup d'heures, il a reçu beaucoup de projectiles sur lui, il était peut-être plus très clair, il a peut-être pas les yeux en face des trous, je peux comprendre. Je l'excuserai jamais, mais je lui en veux pas spécialement non plus, parce que j'en ai contre l'État qui les ont laissés faire librement comme ça, un samedi, 2 samedis, 3 samedis, et on a un président qui félicite les forces de l'ordre alors qu'ils sont en train de défigurer le peuple
Et ça, c'est impardonnable, en fait. La procédure judiciaire sera sans doute très longue. Mais pour David, cela fait partie de sa reconstruction. Être reconnu comme une victime. Bonsoir Laurent Nunez, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Vous êtes aussi l'ancien patron de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Vous venez de voir notre reportage à l'instant. Est-ce que selon vous, les forces de l'ordre ont toujours fait preuve de mesures face aux manifestants ces dernières semaines ? Bonsoir. D'abord, ce reportage, il montre bien la violence inouïe à laquelle ont eu à faire face les policiers, les gendarmes, dans le cadre de la manifestation du mouvement des Gilets jaunes, à Paris le 24 novembre, puis le 1er décembre, puis le 8 décembre. Il montre surtout cela, une violence inouïe, avec une volonté de tuer les policiers et les gendarmes en projetant des armes par destination, des pavés et autres. Mais ce reportage, il montre surtout cette violence. Est-ce qu'ils ont fait preuve de mesures, généralement les forces de l'ordre, face à ces violences ? J'y viens, mais comme toute image, il faut toujours rappeler le contexte. Et ce point d'entrée, je tenais à le faire parce que c'est le contexte dans lequel les policiers et les gendarmes ont agi. L'action des policiers et des gendarmes, elle est toujours proportionnés. Ils utilisent des moyens non létaux et ils répondent à des agressions de manière toujours proportionnée avec des armes non létales. En regardant ce reportage, vous dites que les actions ont toujours été proportionnées. Vous avez bien vu les images avec nous. Elles ont été dans la grande majorité des cas proportionnées. Et quand il y a des suspicions de violences policières, parce qu'il faut appeler ça des suspicions de violences policières, il faut attendre que les enquêtes judiciaires, puisque, et vous le dites dans le reportage, des enquêtes judiciaires sont en cours, il faut attendre de voir si elles détermineront une responsabilité ou pas des forces de l'ordre dans ces événements assez isolés. Dans la majorité des cas, il a été fait un usage très proportionné des moyens non létaux par les forces de l'ordre. Mais qu'est-ce que vous dites à ces manifestants que nous avons interviewés qui ont perdu un œil, à ceux qui ont reçu un tir de flashball ou de l'équivalent d'un flashball en plein visage ? On le sait, c'est totalement interdit pour les forces de l'ordre de viser la tête. Alors, je vous confirme que l'usage du flashball n'est pas fait au niveau de la tête. Je déplore bien évidemment ces incidents et je vous confirme que des investigations judiciaires sont lancées. On a un peu plus d'une vingtaine d'enquêtes judiciaires en cours qui vont viser des policiers et des gendarmes. Donc il y a des investigations en cours. Mais je veux rappeler le contexte. Beaucoup de violence contre les policiers et donc une réplique qui a été dans la majorité des cas proportionnée. Dans la majorité des cas. Nous n'avons pas eu de mort. Nous n'avons pas eu de mort et c'est heureux. Et nous craignons, compte tenu de la violence de ces manifestations, d'avoir des morts parmi les manifestants ou parmi les policiers. Et notre but, avec Christophe Castaner, c'est de protéger les deux. Monsieur le ministre, regardez cette image, on l'a vue dans notre reportage, elle est aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous condamnez de telles actions policières ou est-ce que vous expliquez cela par un état de stress, de pression extrême pour les forces de l'ordre ? Alors, d'abord, la contextualisation. Moi, je ne... C'est cette image dont je vous parle. Par exemple, cette image. Moi, je ne connais pas le contexte. Vous savez que l'usage de la force, il est fait en cas de légitime défense ou en cas d'attroupement et de demande de dispersion. Et on annonce clairement que la force va intervenir. Mais cet homme a et les mains utiliser levées. la force. Oui, cet homme a les mains levées, mais il va au-devant d'un barrage de policiers, alors que sans doute, et l'enquête le dira, des sommations ont été effectuées en annonçant que la force sera donnée pour disperser le mouvement. D'ailleurs, je tiens à signaler... Il est seul. Je tiens à signaler il reçoit un tir de flashball en plein torse. Contrairement à ce qui est dit dans le reportage, sur les Champs-Élysées, le 24 novembre, le 1er décembre et le 8 décembre, il y a toujours eu des possibilités de sortie qui ont été offertes aux manifestants. Et le 8 décembre, et nous avons suivi ça de très près avec Christophe Castaner et le préfet de police, les manifestants venaient systématiquement au contact des barrages et ne cherchaient pas à éviter les champs. C'est pas et ce qu'il raconte dans notre reportage, en tout cas, c'est vraiment pas ce qu'il raconte avoir vécu. Et le dispositif policier ne prévoyait pas de bouclage des champs, c'est complètement faux. Il y a un autre problème, c'est le problème des grenades assourdissantes, les grenades GLI F4. Elles peuvent provoquer, on l'a vu dans notre reportage, des blessures qui sont des blessures de guerre. La France est le seul pays d'Europe à l'utiliser dans l'arsenal policier. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une erreur ? Alors, c'est une grenade qui a un effet détonnant énorme et qui provoque une dispersion immédiate des manifestants, qui n'est utilisée que sur autorisation. Et on le voit bien d'ailleurs dans votre reportage où vous filmez un commandant d'une unité qui demande l'autorisation de l'usage. Et c'est quand les effectifs sont vraiment pris à partie et font l'objet de nombreux jets de projectiles et que leur intégrité physique est en jeu que pour disperser les manifestants, oui, mais vu la font usage de cette pardonnez-moi, vu la gravité des blessures côté manifestants cette fois, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une erreur d'utiliser de telles grenades dans des manifestations, en maintien de l'ordre ? Dans des circonstances exceptionnelles, ce n'est pas une erreur. Ça a permis de sauver et de protéger des vies de fonctionnaires de police
et de gendarmes. Et bien souvent, malheureusement, les manifestants les ramassent pour les reprojeter sur les effectifs policiers et de gendarmes. Je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé à Bordeaux, comme on le voit dans votre documentaire. L'enquête l'établira. Bien évidemment, je déplore ce grave incident, mais je veux encore une fois rappeler ce contexte. Cette arme, elle n'est non létale, n'est utilisée que dans des situations extrêmes et sur autorisation. Vous continuez à penser que les GLI F4 doivent être utilisés en situation de maintien de l'ordre dans ces circonstances-là? En ce moment, compte tenu du niveau de violence qu'ont à subir les policiers, il en est fait un usage proportionné, c'est indispensable. Je rappelle que sur une manifestation comme le 1er décembre, ce sont 15 000 grenades lacrymogènes qui ont été projetées, rien qu'à Paris. Et les grenades que vous citez, les fameuses GLI, nous en avons eu à quelques dizaines à peine sur l'ensemble du mouvement. L'IGPN a ouvert 21 enquêtes pour des faits présumés de violence policière au cours de ces manifestations. Est-ce que pour vous, c'est beaucoup et le chiffre n'est pas définitif? Écoutez, je n'ai pas à commenter les enquêtes judiciaires. Et vous savez, les policiers, ils travaillent dans un cadre proportionné, mais surtout très encadré. C'est ce que vos téléspectateurs doivent comprendre. Un policier, et Maître Liénard le rappelle fort justement dans le documentaire, il a un quart de seconde pour réagir, pour apprécier une situation. Est-ce que je suis en légitime défense ou pas? Est-ce qu'on est bien dans le cadre de la dispersion d'un attroupement armé? Il a vraiment qu'un quart de seconde. Donc c'est très compliqué. Et moi, je veux saluer leur courage, leur détermination et leur sang-froid pour faire face au mouvement que nous vivons actuellement. Monsieur Nunez, en marge des violences dans les manifestations, il y a eu aussi, bien sûr, l'attaque meurtrière de Strasbourg avant-hier. Cela, évidemment, n'a rien à voir. Mais il y a une multiplication des menaces à gérer pour les forces de l'ordre. Comment et avec quels moyens faire face à toutes ces menaces alors que les policiers sont, on l'a vu, épuisés, menacés et parfois visés? C'est une difficulté du mouvement actuel, il faut le dire. Le mouvement actuel, il n'est pas encadré. Il n'est jamais déclaré, nous n'avons jamais de service d'ordre, nous n'avons pas d'interlocuteur en face de nous. Donc ce sont les policiers finalement qui encadrent ces manifestations et qui donnent systématiquement lieu à des débordements. Alors oui, ils sont fatigués, mais ils sont, je peux vous l'assurer, déterminés. Et oui, forcément, donc, nous sommes accaparés par cette mission de protection et de maintien de l'ordre. Mais ça n'empêche pas, puisque vous parlez de la menace terroriste, les services de renseignement et les services antiterroristes, dont c'est la spécialité, de continuer à travailler sur la menace terroriste. Donc il y a assez de forces de l'ordre pour tout assurer? Oui, il y a assez de forces de l'ordre pour tout assurer et nous pouvons à la fois gérer ce mouvement des Gilets jaunes, à la fois protéger les Français en matière de terrorisme et à la fois permettre au pays de continuer à vivre normalement dans des conditions de sécurité, ce qui nous permet d'organiser les marchés de Noël, d'organiser certains grands rassemblements. Merci à vous, Laurent Nunez, d'être venu sur le plateau d'Envoyé spécial. Depuis un mois, c'est la psychose dans les rues de Marseille. Plus de 1500 personnes ont été évacuées de leur logement, des appartements vétustes, insalubres, jamais rénovés, et des résidents qui ne se sentent plus en sécurité. L'effondrement des immeubles qui a fait 8 morts rue d'Aubagne a agi comme un catalyseur, ras-le-bol de vivre dans des taudis. Comment expliquer un tel drame? Propriétaires, syndics, experts, mairies, quelle responsabilité? Qui savait quoi? Marseille, une ville effondrée. C'est un reportage de Romain Boutilly, Perrine Bonnet, Soigny Thiebaud, Annie Triboire et Bruno Marouani. La porte d'entrée ne ferme plus. Dans le mur, une énorme fissure. Et ça cogne dans la cage d'escalier. Ce matin du 5 novembre, un locataire filme. Il est inquiet. À cet instant, il n'imagine pas que ces coups sont peut-être ceux d'un voisin, piégé dans son appartement, la porte coincée. En une nuit, de nouvelles fissures sont apparues. On a l'impression que le sol est en train de couler. Il ne se doute pas que dans exactement 21 minutes, son immeuble va s'effondrer. Ces images sont destinées à son syndic. C'est avec la cuisine. J'ai déjà pu fermer la porte. Le locataire veut les convaincre d'intervenir au plus vite. Décalage ici, plusieurs centimètres. Il est 8h45. La catastrophe est imminente. Il y a une urgence. Clairement. Cette porte se fermait, elle ne se ferme plus. Voilà, en décalage ici. En quelques heures, ça s'est aggravé. Ça empire.
Celui qui a filmé sans le savoir l'agonie de l'immeuble de la rue d'Aubagne, c'est Abdelghani Mazid, 33 ans. Le regard toujours inquiet quand il revient sur les lieux 2 semaines après. Ses dernières minutes passées à l'intérieur sont fixées dans sa mémoire, avec les sensations qui vont avec. Lorsque vous ressentez physiquement, par exemple, le sol, où vous avez le sol qui n'est plus du tout solide, plus du tout stable, on a vraiment l'impression que ça bouge et que c'est assez fragile. Oui. À aucun moment vous vous dites c'est en train de s'effondrer, il faut que je fuis? À aucun moment, je pense réellement que vraiment ça allait s'effondrer dans les minutes, mais vraiment dans les minutes qui suivent. À 8h51, Abdelghani fait une dernière vidéo. Les murs de l'entrée s'effritent sous ses yeux. Il part immédiatement alerter son syndic. Voilà, ça s'effondre. Soudain, un immense fracas. Il est 9h09. Son immeuble est parti en poussière. Affolés, tous les passants appellent les secours. 67 plus d'Aubagne. Celui-là, il menaçait, il faut l'évacuer. Ouais, rapidement, les pompiers, ils sont évacués également 69. Il paraît qu'il y a des passants qui font. Comme un séisme, en plein cœur de Marseille. 2 bâtiments de 5 étages réduits à un tas de gravats en quelques secondes. Pendant 5 jours, Marseille vit au rythme du décompte macabre des victimes. 8 corps sont finalement découverts. 8 locataires morts, ensevelis sous leur immeuble. Marseille s'effondre et ses habitants s'indignent. Honte, colère, rage. Les mots sont forts. Contre la mairie, contre les propriétaires. Tous dénoncent l'insalubrité dans laquelle vivaient Simona, Marie-Emmanuelle, Ouloum, Chérif, Fabien, Julien, Papé et Taher. Les Marseillais veulent comprendre comment des immeubles ont pu s'effondrer en plein cœur de la 2e ville de France. Le drame de la rue d'Aubagne s'est joué dans le quartier de Noailles, le centre historique de Marseille, à 300 mètres du Vieux-Port. Un quartier populaire où vivent familles d'immigrés et étudiants fauchés. Il est connu pour ses rues commerçantes, mais aussi pour ses vieilles bâtisses délabrées. Un concentré de pauvreté et d'habitat indigne. Voilà à quoi ressemblaient les 2 immeubles avant l'effondrement. Au 2e étage du numéro 65, vivait un jeune franco-péruvien. Il s'appelait Julien Lalonde. Sa mère et sa sœur Aurélie ont décidé de témoigner pour la première fois. Elles ont porté plainte contre X pour homicide involontaire. Oui, regarde, c'est là. Regarde, c'est là. Toutes les 2 veulent que justice soit faite. Pour Julien, pour toutes les victimes. Voilà. Regarde les photos, Lily. Il y en a plusieurs. Repose en paix. Je vous soutiens. Julien avait emménagé à Marseille, rue d'Aubagne, il y a 6 mois pour son nouveau travail. Réceptionniste dans un hôtel du Vieux-Port. Ah, Julien.
Une semaine avant le drame, sa mère avait passé un long week-end avec lui à Marseille. Julien fêtait ses 30 ans. Ses amis ont filmé la soirée. On le voit danser avec sa mère, joyeux. Mais la fête n'était pas organisée chez lui car Julien avait trop honte d'accueillir du monde dans son propre appartement. Ce studio, qu'il louait 480 € par mois, sa mère y avait dormi 4 nuits, quelques jours avant l'effondrement. Quand vous êtes venu pour la première fois, la première impression que vous avez eue en rentrant dans l'immeuble, dans l'appartement, est-ce que vous vous souvenez ce que vous vous êtes dit? J'ai fait part à mon fils de mon inquiétude parce que je ne me sentais pas en sécurité. J'ai dit à mon fils, écoute, cet appartement, j'ai peur de rester parce que je ne me sens pas sûre ici. En rentrant, on a vu que vraiment l'état, c'était lamentable, c'était déjà très sombre, mais aussi sale. Et on voyait des fissures, c'était vraiment, on voyait une construction assez vétuste. Ce lundi 5 novembre, peu avant 9 h, Julien prévient son employeur qu'il va arriver en retard. Car il est coincé dans son appartement à cause d'un problème de porte. Il alerte aussi son propriétaire, en vain. Je ne peux pas accepter ni imaginer qu'un jeune de 30 ans doit mourir dans ces conditions. Il était dans une maison, il ne traversait pas la rue, il n'était pas dans une ville où il y a des tremblements de terre. Je ne sais pas, les possibilités qu'il meure assis ou debout dans son appartement, ça sort de mon entendement, je ne comprends pas. Et je n'accuse pas personne, mais j'aimerais bien qu'on m'explique. Ça va? Ça va? Oui. Comme toutes les familles de victimes, celle de Julien est hantée par des questions aujourd'hui sans réponse. Une enquête judiciaire est ouverte. Le drame aurait-il pu être évité ? Des négligences seraient-elles à l'origine de la mort de 8 personnes au 65 rue d'Aubagne ? Plusieurs locataires avaient donné l'alerte fin octobre. Comme Sophie, rescapée de justesse. La veille du drame, elle a dormi chez ses parents. Interviewée juste après l'effondrement, elle raconte qu'elle avait remarqué que son immeuble se dégradait à vue d'œil. Ça a été vraiment en fait une succession de différents symptômes en fait du fait qu'il allait s'effondrer, je pense. D'abord, ça a été le mur qui a commencé à se fissurer, à s'incurver dans ma cage d'escalier, le mur de droite. Exaspérée, la locataire du 5e prend des photos des fissures dans l'entrée. Et surtout, de cette cloison bombée à droite dans la cage d'escalier. Des photos qu'elle envoie immédiatement à son syndic. Je les ai harcelés pendant 2 jours pour qu'ils interviennent. Les pompiers sont intervenus donc le 18 octobre. Ils ont fait une intervention qui a duré environ 4 heures. On a été évacués. Après, la police et les pompiers nous ont dit « Regagnez vos logements, tout va bien ». 15 jours avant la catastrophe donc, c'est la première occasion manquée. Suite aux alertes de Sophie, les marins-pompiers ont bien évacué chaque locataire. Ils décident même d'utiliser leur nacelle, inquiets de l'état de l'escalier. La scène est filmée par le voisin d'en face. Il la diffuse sur les réseaux sociaux avec ce commentaire prémonitoire. Risque d'effondrement en plein centre-ville. Pendant l'évacuation, un expert est mandaté par la ville pour inspecter l'immeuble. C'est la procédure. Il reste 1 heure et rend ce rapport de 17 pages. Il conclut à un péril grave et imminent. Uniquement pour la fameuse cloison bombée au rez-de-chaussée qu'il recommande de consolider. Et pour une petite partie du plancher du premier étage rongé par l'humidité à sécuriser d'urgence. Il n'a pas noté de risque d'effondrement. Il ne fait évacuer que les occupants de l'appartement du premier étage.
les seuls dont la sécurité peut être menacée selon lui. Le soir même, les autres locataires sont donc autorisés à rentrer chez eux. Des travaux commencent immédiatement. À l'époque, le syndic laisse un message téléphonique rassurant à Sophie. Elle l'a conservé. Oui, mademoiselle Dorbeau, bonjour le cabinet. J'ai parlé donc du problème que vous m'aviez signalé à monsieur. Donc tout est ok, les réparations ont été faites, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester dans l'appartement. Merci, au revoir. Sous le coup de la colère, Sophie accuse. Avec le recul, vous en voulez aujourd'hui aux gens que vous avez alertés? Ah mais bien sûr, c'est même pas, je les hais en fait. Ils ont tué mes voisins, donc je veux dire, moi encore je suis en vie, mais eux ils sont pas vivants en fait. Donc je vous parle, c'est horrible ce qu'on vit, mais c'est juste une évidence en fait. Et j'espère que justice sera faite. Les 10 propriétaires du 65 rue d'Aubagne avaient-ils conscience que leur locataire était en danger? Nous avons tenté de leur poser la question. Mais de toute évidence, aucun n'a envie de nous répondre. Nous sommes allés sonner chez eux. On leur a même laissé nos coordonnées. Mais tous se murent dans le silence, suite aux auditions et aux perquisitions liées à l'enquête. Leurs profils sont variés. Des médecins, un élu, des avocats, mais aussi des propriétaires plus modestes. Comme cette retraitée, nous la filmons à son insu. Bonjour madame. Son locataire est mort le 5 novembre sous les décombres. On n'est pas responsable, c'est terminé. Moi j'ai la conscience tranquille. Voilà. Et alors, est-ce que quand vous alliez là-bas, vous aviez l'impression qu'il y avait un gros souci dans cet immeuble? Même pas. Non. Et vous vous en voulez pas de ne pas avoir vu que l'immeuble il était dangereux pour les locataires? Bien sûr. Et si j'y comprends rien, qu'est-ce que j'y passe? J'ai pas la tête de quelqu'un, je suis à 450 € et je suis pas marchande de biens. Il y a l'appartement tout refait, double vitrage. Vous dites que c'est des experts qui auraient dû savoir. C'est des experts, moi je suis pas experte. Moi je suis dans la déco de mon appartement, il est nickel, regarde. À l'image de cette retraitée, beaucoup de propriétaires semblaient peu investis dans la gestion de leur appartement. Ils se disent dépassés par les interminables litiges administratifs qui opposaient le 65 à ses 2 immeubles voisins depuis 5 ans. Au centre, le 65 rue d'Aubagne où ont péri les victimes était donc une copropriété. À gauche, le 63 appartient à Marseille Habitat, c'est-à-dire à la mairie. Il était vide et en partie muré. Comme le 67 à droite, qui appartient à un syndic. Les 3 immeubles sont en conflit concernant le financement d'importants travaux d'entretien. Nous avons finalement rencontré l'un des rares propriétaires qui a suivi le dossier de près. Il s'agit d'un couple qui possédait un studio au numéro 65. Le 25 octobre, il participe à une ultime réunion d'expertise. Pour la première fois, ses propriétaires visitent l'immeuble d'à côté, le 63, celui qui appartient à la mairie. Selon eux, il est dans un état déplorable. Ce qui se passe, c'est qu'on est rentré dans celui de Marseille Habitat une semaine après. Oui, le 25. Personne ne l'avait jamais vu. On ne l'avait jamais vu. Et on s'est tous rendu compte, avocat de Marseille Habitat compris, qu'il y avait un énorme problème sur cet immeuble. Donc celui de Marseille Habitat, c'était le 63. Oui. Et vous êtes rentré dedans physiquement? Oui. On s'est rendu compte, une fois qu'on est sur place, c'est qu'une partie du bâtiment, il n'y avait plus de toit. Oui. Il y avait des poutres qui étaient tombées. Les fameux écoulements d'eau qui étaient la pomme de discorde depuis des lustres avec l'autre et le bâtiment, étaient une pente comme ça vers notre bâtiment. Donc on a tous vu ça. Et je me rappelle de l'avocate de Marseille Habitat qui est devenue livide. Moi j'ai des tas de photos. 11 jours avant l'effondrement,
c'est une nouvelle occasion manquée. Les photos prises lors de cette visite, réunissant experts, syndics et propriétaires, témoignent du délabrement de l'immeuble. Ils constatent que le plancher du 63 s'est effondré et qu'une partie du toit a disparu. Quand il pleut, l'eau s'écoule jusqu'au sous-sol dans la cave de l'immeuble voisin au 65, imprégnant ainsi les murs porteurs. À cet instant, pourquoi personne ne prend la décision d'évacuer entièrement le 65 ? Bonjour monsieur, je suis Perrine Bonnet, je travaille pour France 2. Nous posons la question au directeur du syndic qui a participé à cette fameuse visite du 25 octobre. D'accord, non, c'est pour ça qu'on vient. Il accuse l'expert présent d'avoir sous-estimé le risque causé par l'infiltration d'eau. Ce constat-là, par exemple, il est fait. Il y a bien eu cette réunion le 25 octobre. Vous êtes tous réunis. Mais je l'ai fait descendre dans la cave pour lui faire constater que les pierres tombaient, que l'eau coulait, le mur était très mouillé, que les canalisations avaient claqué et qu'on était obligé de les changer. Et quand on me répond c'est pas grave, je suis désolé. Tout le monde a regardé en disant mais par où par l'eau quand il pleut, les intempéries qu'il y a eu et que ça peut sortir que dans notre cave. Les experts qui étaient présents ont dit c'est pas grave. Ben, s'ils avaient estimé que c'était grave, ils auraient fermé l'immeuble tout de suite. Ils auraient évacué, ils sont là pour ça. Vous avez un regret. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait dû se passer différemment? Ben, mon regret après coup, c'est que les experts n'aient pas pris en considération ce qu'ils ont vu, ce qui était visible pour tous. C'est ça qui est terrible. Merci. Bonne journée. Ce jour-là, à défaut d'évacuer, de nouveaux travaux sont donc décidés au 65 rue d'Aubagne. En banlieue de Marseille, nous avons retrouvé l'entreprise qui avait été mandatée pour les faire. Elle non plus n'avait pas décelé le risque d'effondrement. Bonjour monsieur. Bonjour. On travaille pour l'émission Envoyé spécial. Le patron est assez loquace. Le matin du drame, ses ouvriers se dirigeaient rue d'Aubagne pour attaquer les travaux. Mais il est trop tard, l'immeuble s'est effondré. La commission du 25, c'était elle, à la limite, qui aurait dû dire « Oh, ces immeubles, il faut les évacuer tout de suite. » C'est voilà qui n'a pas été fait. Ne me demandez pas pourquoi ça n'a pas été fait, mais en tout cas, c'est ce qui aurait dû être fait à ce moment-là. C'était ce jour-là et pas un autre jour, quoi. Visiblement marqué par le drame, l'entrepreneur évoque aujourd'hui, ému, une erreur collective. On n'a pas eu la présence d'esprit de penser que ça pourrait arriver. Nous, les experts, les pompiers, les gens qui habitaient dans l'immeuble et tout ça, quoi. Il n'y a pas eu de signe suffisamment avant-coureur pour qu'on dise « Merde, là, ça craint vraiment, il va falloir qu'on dise que ça craint. » Des signes avant-coureurs, il y en a pourtant eu beaucoup. Le 27 septembre 2018, 5 semaines avant le drame, un rapport accablant a été envoyé à tous les syndics et à tous les propriétaires des 3 immeubles insalubres de la rue d'Aubagne, dont Marseille Habitat. Les photos et les conclusions sont alarmantes. La façade du 65 s'est affaissée verticalement de 5 à 8 cm. Le mur mitoyen entre le 67 et 65 est fortement gonflé à sa base. Les désordres mettent en péril les immeubles, continuant à évoluer. Une faiblesse structurelle représentant un risque pour les biens et les personnes à court terme au 65 et 67 rue d'Aubagne. Selon la loi, en cas d'immeuble dangereux, si le syndic ou les propriétaires sont défaillants, la mairie a le pouvoir de lancer en urgence une procédure de péril imminent. Pourquoi n'a-t-elle pas fait évacuer le 65 rue d'Aubagne? La mairie avait-elle connaissance de ce rapport très inquiétant? Julien Ruas est l'adjoint au maire à la prévention des risques. Nous lui apportons ces 75 pages qui sont aujourd'hui au cœur de l'enquête judiciaire.
Vous l'avez lu, Monsieur Rua, ce rapport, j'imagine? Je dois vous confesser que non. Mais par contre, je sais qu'il existe. Vous l'avez pas lu? Ah non, je ne l'ai pas lu. Vous savez, moi j'ai eu connaissance de ce rapport 4 jours après l'effondrement des 3 bâtiments. Et je dois vous avouer que depuis le 5 novembre, je suis quand même sur une gestion de crise au long cours. Et en même temps, la justice s'est saisie de toutes ces pièces et c'est la justice qui va nous dire les responsabilités des uns et des autres. Lors de notre interview, l'élu nous affirme qu'aucun expert n'a jamais alerté la mairie d'un quelconque danger imminent sur les immeubles de la rue d'Aubagne. S'ils avaient constaté qu'il y avait un risque structurel, il fallait simplement, pour mettre tout le monde d'accord, solliciter la mairie pour un arrêté de péril. Et là, ça aurait mis tout le monde d'accord sur les travaux qui étaient à faire en urgence. Et si c'est si simple, pourquoi ça n'a pas été fait, en fait? Il faudrait que vous leur posiez la question, mademoiselle, je ne peux pas vous répondre à ça. La mairie assure donc n'avoir rien à se reprocher. Quelques heures après cet entretien, nous avons réussi à joindre l'expert judiciaire qui a rédigé le fameux rapport. Lui affirme exactement le contraire. Il aurait bien alerté la mairie à 2 reprises depuis 2014. Pourquoi vous n'avez pas plus tiré la sonnette d'alarme? J'ai aucun pouvoir, à part celui de signaler les problèmes. Je pensais que de lettres recommandées à la mairie, j'avais fait mon boulot. Surtout que j'ai fait des copies des lettres qui étaient adressées au syndic. D'accord. Et ces 2 courriers sont restés sans réponse? Oui. D'après notre enquête, l'expert a bien envoyé une première lettre recommandée à la mairie. Le 19 décembre 2014, il alertait sans détour. J'ai pu constater que la fondation et le soubassement entre le 65 et le 67 présentaient des signes d'affaissement. Il me semble indispensable d'attirer votre attention sur les risques encourus par les occupants. Le même signalement sera de nouveau envoyé le 20 octobre 2017. Nous nous sommes procuré ce mail qui prouve que les services techniques de la mairie ont répondu à l'expert et ne pouvaient donc pas ignorer qu'il y avait un problème. Nous sommes de nouveau alertés par l'expert dans le cadre de sa mission pour les désordres qui frappent les immeubles. Pourquoi les services du maire, alertés par l'expert, n'ont-ils pas pris d'arrêté de péril? Et pourquoi nous ont-ils affirmé ne pas avoir été informés d'un grave danger? Recontactés, ils n'ont pas répondu à ces questions. L'enquête déterminera s'il y a eu ou pas négligence. Depuis, la ville ne prend plus aucun risque et évacue tous azimuts. La psychose s'est emparée de Marseille. Les habitants des taudis ont pris conscience qu'on pouvait risquer sa vie en restant chez soi. Au moindre signalement, des experts sont envoyés sur place. En 3 semaines, 1500 habitants ont ainsi dû être relogés. Et près de 200 immeubles ont été évacués. En attendant de pouvoir regagner un jour leur domicile, les sinistrés sont tous relogés à l'hôtel. C'est là que nous retrouvons Abdelghani, le rescapé qui a filmé son appartement avant qu'il ne s'effondre. Voilà 3 semaines qu'il mène une vie de nomade, ballotté d'hôtel en hôtel. Ce que vous pouvez trouver ici, ce sont des affaires que j'ai achetées, qu'on m'a données. Non, effectivement, j'ai vraiment tout perdu. Enfin, après, bon, le matériel. J'ai tout perdu, à part l'essentiel, donc ça va. Abdelghani devrait retrouver un peu de stabilité. Après 3 semaines d'arrêt, rythmé par son suivi psychologique et les démarches administratives, il a repris son travail d'ingénieur informatique. Il espère pouvoir emménager dans un nouvel appartement. On le voit d'ici? C'est juste ici, plus qu'à monter. La mairie lui en a proposé un à 10 minutes à peine de la rue d'Aubagne. L'immeuble est récent,
et l'appartement paraît en bon état. Mais Abdelghani, encore traumatisé, est plus vigilant que jamais. Vous l'avez examiné un peu sous toutes ses coutures? Moi, ce qui m'a dérangé justement lors de la visite de l'appart, pour l'état des lieux, c'est ça. C'est en ce moment d'avoir remarqué, d'avoir observé qu'il y avait apparemment quelque chose qui s'était écoulé, un liquide depuis le plafond. Et j'avais demandé justement si c'était pas un souci plus haut, donc au niveau de la toiture. Donc, me connaissant, peut-être qu'à une autre époque, je ne me serais pas nécessairement concentré réellement dessus, mais oui, toute évidence, donc un peu marqué, qu'on le veuille ou non. Abdelghani sait qu'il aura besoin de temps pour aller mieux. Lui qui a vécu la mort de ses voisins et échappé de peu à la sienne. Pensez que vous allez vous sentir en sécurité ici? Honnêtement, il faut que je me force. Il faut que je me force à vivre de toute façon. De leur côté, la mère et la sœur de Julien poursuivent leur combat en justice pour qu'un jour les responsables soient condamnés. Bonjour, maître O'Brien. Enchantée. Viviane à la Londe. Ce jour-là, à Marseille, elles rencontrent leur avocate pour la première fois. Merci beaucoup, madame. Oui, d'accord. Vous avez des procès-verbaux. Et j'ai 4 documents que j'aimerais pouvoir... j'ai la clé USB. On va les regarder. La famille de Julien s'est constituée partie civile pour avoir accès au dossier. C'est un long combat judiciaire qui commence pour vous aujourd'hui? Ah oui, et moi je ne baisserai pas les bras. Pas du tout. Parce que ce serait oublier mon fils. Et lui, il est là. Donc pour lui, j'irai jusqu'au bout. Les familles des 8 victimes vont devoir patienter des années avant un procès. Une centaine d'auditions, 50 perquisitions ont déjà été menées. Des milliers de documents sont épluchés en ce moment par les enquêteurs. L'analyse des décombres n'a toujours pas permis d'établir les causes précises de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. C'est la fin de ce nouveau numéro d'Envoyé spécial. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fin d'année. On se retrouve le 10 janvier prochain. Et d'ici là, n'hésitez pas, nos reportages restent disponibles sur Internet. Tout de suite, c'est Complément d'enquête avec vous, Jacques Cardoz.